Hello, c'est Audrey, ta tantine préférée, celle que tu voudrais voir à toutes les réunions de famille, Your Fav Rich Auntie. Aujourd'hui, je vais accueillir Anne-Corinne qui va se présenter après, justement pour une vidéo très spéciale. Salut tout le monde. Comme vous savez, c'est une série autour justement des étrangers, étrangères en France. Nous avons déjà accueilli Mario et Tatam sur le changement de statut étudiant à salarié. L'idée aujourd'hui, c'est de poser la question à une personne qui connaît les RH pour vous aider justement à préparer au mieux votre processus de recrutement. Alors, Anne-Corinne, qui es-tu? D'où est-ce que tu viens? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Anne-Corinne Rakoton-Ramassi. Moi, j'ai grandi à Madagascar jusqu'à mes 18 ans, comme toi. Je suis partie après le bac, ES du coup, pour les études, la suite des études. Donc, j'ai commencé une licence en AES. Ensuite, j'ai poursuivi dans un master RH. Et après, je suis rentrée à Madagascar pendant 1 an. Et je suis revenue en France. Et j'ai refait un master, mais cette fois-ci en hôtellerie. Je vais te demander, donc ça fait combien de temps officiellement que là, tu es en France? Bientôt 15 ans. 15 ans? Bientôt 15 ans. Et donc, quelle est ta situation administrative? Est-ce que, t'es toujours sous titre de séjour, ou t'as pu être naturalisée, ou Ouais. quelle est ta situation aujourd'hui? Alors, j'ai récemment été naturalisée. C'est cool. C'était en août. Donc Ouais. voilà, après une longue attente, Ah. une très longue attente. Voilà. En tout cas, je suis contente que ça soit fini. La préfecture. La queue. Donc, tu dis que c'était une longue attente. Comment ça? À peu près en nombre d'années, peut-être 2 mois? Ah, en année plutôt, j'ai déposé mon dossier en 2021. Décembre 2021. Et ensuite, j'ai fait mon entretien en mai 2024. Et c'est sorti rapidement par contre. Mhm. Entre mai et août, Mhm. c'est plus rapide. Mhm. Voilà. Ça fait 2 ans et demi. Ok. Ou plus. Ouais, en fait, entre le dépôt du Ouais. dossier et l'entretien, c'était long, mais sinon, le reste, après, c'est allé vite, quoi. Oui. Ok. Donc, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Enfin, parle-nous de ton parcours, de ce dont tu as envie, quoi. Oui, alors moi j'ai toujours été dans les ressources humaines, même si j'ai fait un diplôme d'hôtellerie. J'ai beaucoup combiné les deux, donc j'étais RH dans des hôtels, dans d'autres entreprises. Et aujourd'hui, je suis dans une start-up. Comme je te disais, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la partie RH, de tout ce qui est, je dirais même au sens large, quoi. Un étudiant étranger qui demande un stage, un étudiant étranger qui pourrait potentiellement demander une alternance, évidemment, les employés qui font des changements de statut. Oui. L'idée, c'est vraiment de te poser la question, est-ce que tu pourrais nous dire, du point de vue RH d'abord, qu'est-ce qu'une RH est censée faire quand elle a un ou une étrangère en face d'elle? D'accord. Et si on peut faire ça étape par étape, on peut commencer déjà par stage et alternance peut-être, ouais. Oui, pour un stagiaire étranger, étudiant étranger, donc on n'a rien besoin de faire. Il peut faire son stage sans problème. Pour les alternants, ça dépend. Il faut faire une demande d'autorisation de travail. Mais avant, pour tous les étrangers, ce que les RH font en premier, c'est une authentification du titre de séjour. C'est écrire à la préfecture pour demander si c'est bien, entre guillemets, un vrai titre de séjour et pas une fausse carte, voilà. Et ensuite, on attend les 2 jours. Et s'il n'y a pas de réponse, c'est que c'est bon. S'il y a un retour, c'est que c'est pas bon. Voilà la première étape à faire quand on a un étranger, un futur salarié étranger. Voilà pour les alternants. Donc je disais qu'il fallait faire une demande d'autorisation de travail si et seulement s'il dépasse les 964 heures. S'il ne dépasse pas, s'il est 1 jour en entreprise et 4 jours en école, il n'y a pas besoin. Il faut juste qu'il ne dépasse pas. Mais souvent en alternance, ça dépasse. Donc c'est là que l'entreprise, les RH, lance la demande d'autorisation de travail sur la plateforme. Ok. Très facile aujourd'hui. Je me souviens qu'avant c'était beaucoup plus compliqué, mais depuis ces quelques années de dématérialisation du process, c'est facile. Il n'y a pas de raison qu'on se complique la vie. Il faut embaucher les alternants étrangers. Merci.
Très très bon point parce que j'ai vu un commentaire il n'y a pas longtemps d'une personne sur TikTok qui m'avait dit que ça avait été une procédure bloquante pour elle. En fait, le moment où la RH a vu qu'elle avait un titre de séjour, bah, elle a dit non, c'est mort. Alors que c'était qu'une alternance. Je ne sais pas, mais j'ai envie de dire qu'elle ne connaît pas les process. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne vont pas dedans. D'accord. On pourrait parler de discrimination, mais pas vraiment. Pas vraiment parce que y a des process qu'il faut faire, donc on n'est pas au même pied d'égalité, moi je dis. Parce que quand tu es étranger, en tant qu'alternant, il n'y a pas de taxes à payer, mais il y a d'autres procédures en plus qu'il faut faire. Voilà. D'accord. Donc en fait, finalement, on peut parler aussi de... Je pense que la personne, elle parle aussi de charge de travail. Peut-être qu'elle n'a pas forcément envie de se rajouter quelques minutes. Ouais. Une demande d'autorisation de travail, ça te prendra 45 minutes. Si tu as tous les documents avec toi, 45 minutes au plus, si tu prends bien ton temps à tout relire. Mais sinon, si tu rentres rapidement, franchement, 1h, 45 minutes, on est bien. Ouais. Ben ouais, ça me rappelle un petit peu une de mes expériences il y a quelques années. Effectivement, elle avait mal rentré mes informations, donc ça avait ralenti, mais elle n'avait pas assumé pendant le recrutement qu'elle avait mal rempli le formulaire. Ce qui fait que ça a bloqué. Je crois que j'étais en retard entre guillemets, sur ma période d'entrée d'1 mois. C'est pas bien grave. On est d'accord ? Non, ouais. C'est pas bien grave. Normalement, il y a déjà le droit à l'erreur, de 1, et de 2, c'est pas bien grave. Il faut que tout soit complet, et il y en a même qui font les demandes d'autorisation de travail 2 ans après, parce qu'ils ont un titre de séjour salarié 4 ans. Donc, ils prennent tout leur temps. Je m'avance un peu, mais en fait, l'idée, c'est que un nouveau travail, une nouvelle entreprise, une autorisation de travail. Tu changes d'entreprise, ils refont une autorisation de travail. Ok. D'accord, en vrai, c'est très clair. Même moi, je ne savais pas tout ça. Oui. Mais par rapport à l'urgence, tiens, j'aurais donc des questions, surtout sur la partie changement de statut. Parce que très souvent, je vois « Ah, ma boîte avait besoin de quelqu'un urgemment parce que mon changement de statut prend du temps. » Finalement, la boîte ne me recrute pas. Et je voulais te poser la question. Donc, en général, toi, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que personne, cette fois en tant que personne, sur la partie changement de statut? Est-ce qu'on a besoin de préparer des choses ou plutôt c'est à la RH de nouveau de faire l'autorisation? C'est aux deux. Ok. Vraiment, c'est aux futurs salariés, aux candidats du coup dans ce cas, et aux RH. Donc les RH, comme j'ai dit, pour un changement de statut étudiant salarié, il faut prévenir les RH avant d'être embauchés pour qu'elles puissent vérifier si l'entreprise veut bien de remplir toutes les conditions, peut remplir toutes les conditions pour faire le changement de statut, parce qu'il y a pas mal de conditions. Le premier qu'on connaît très bien, c'est le salaire. Le salaire, c'est souvent là où ça bloque, parce que c'est beaucoup plus qu'un jeune diplômé. Ça dépend bien sûr du secteur, mais c'est beaucoup plus que ce que pourraient offrir d'autres étudiants, on va dire, dans notre cas français. Voilà, donc il y a cette condition où souvent ça peut bloquer. Aujourd'hui, c'est 32 423 €. C'est beaucoup pour un jeune diplômé. Moi, quand j'étais jeune diplômée, on était très loin. On était à 27 000, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, c'est 32 000 et ça peut faire reculer les employeurs. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent embaucher à moins d'autres personnes où ils n'ont pas besoin, entre guillemets, de se compliquer à faire des démarches administratives. Oui. Et même, sur cette question des 32 000, apparemment, effectivement, le passeport talent aussi a augmenté. Oui. Est-ce que tu as déjà eu des candidats de passeport talent ? Alors, c'était il y a très longtemps et c'était pas moi qui m'en occupais. J'étais juste derrière à suivre, entre guillemets. Et non. Franchement, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus avantageux et on est beaucoup mieux payé. Oui. Voilà. C'est ça, passeport talent, parce que tu le fais une fois, tu as tes 4 ans. Et après, tu as le temps de demander ta naturalisation ou autrement. Et en plus, il n'y a pas besoin de demande d'autorisation de travail. C'est beaucoup plus facile. Oui, ok. Ouais, c'est vrai, c'est un peu... Si on arrive à négocier ça, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, je crois que c'est 53 000 ou... Ah ouais ? Je me suis renseignée, je suis pas sûre, mais j'ai vu monté, 53 836, c'est énorme. Ouais, c'est énorme.
énorme. Mhm. Je me rappelle, à une époque, ouais, c'était 40, 42, Deux un fois truc le comme ça. SMIC. Après, aujourd'hui, si on est à 32 cas, Ouais. euh, Ouais. ouais, c'est énorme. À moins d'être vraiment dans un domaine où tu es sûr qu'il y a C'est les eu grandes, une experte, quoi, tu c'est vois, ça. sur... C'est les grandes entreprises qui embauchent comme ça. Ouais. Ouais. Ok. Donc, par rapport au fait d'avoir un talent ou un talent étranger, étrangère, on a tendance à dire que les étrangers sont un peu surdiplômés ou très jeunes quand ils rentrent dans leur premier contrat. Est-ce que toi, en termes de RH, est-ce que c'est un avantage en fait finalement, ou vous allez vraiment primer sur d'autres critères? J'avoue que je suis jamais tombée sur un surdiplômé. C'est vrai que, alors ça dépend de surdiplômé, c'est quoi? C'est avoir 2 masters Ouais, déjà Ah, à souvent partir on de a là, ça, c'est ouais. vrai. C'est vrai, mais on prend celui qui nous convient et l'autre, on ne prend pas compte. Souvent, c'est ce que font les recruteurs. Après, non, ça, c'est un atout, mais on va toujours, si je parle vulgairement, on va toujours vous payer ce qu'on a prévu de vous payer. Il n'y a pas d'avantage, de par expérience, il n'y a pas d'avantage. Au quel moment on annonce la couleur? Tu l'avais un peu déjà dit tout à l'heure. Pourquoi? Quelle est la raison de le faire là, à ce stade du recrutement? Et est-ce que tu penses qu'il y a des cas de discrimination, clairement, pour les étrangers, quoi? Ça dépend. Alors déjà, quand il faut le dire, ça dépend de l'entreprise. Si c'est une entreprise qui... Souvent, ça revient sur les petites entreprises où elles n'ont pas l'habitude de faire ce type de procédure. Et ben là, il faut annoncer un peu plus tôt parce qu'il faut qu'ils se renseignent si oui ou non, toujours, ils remplissent les conditions et ils veulent s'aventurer dans ce long process. Pas vraiment long, j'exagère, mais oui. Et ensuite, si c'est une grande entreprise, voilà, si c'est des grands noms, ils ont l'habitude de le faire. Souvent, dans le consulting, ils ont beaucoup l'habitude de le faire. Donc, il n'y a pas de problème de le dire avant. Souvent, ça vient... Les recruteurs le font en premier. Ils regardent ton parcours sur le CV. Ils voient que tu as fait tes études à l'étranger. Par exemple, souvent, on met nous malgaches, bac à Madagascar. Et ben, on sait clairement qu'il y a un changement de statut à faire. La plupart du temps, c'est rare. Donc ça, moi, plutôt, je recommande de le dire dès le début pour éviter de perdre ton temps. Si l'entreprise ne veut pas, elle ne va pas changer d'avis. Je sais que ça arrive de négocier aussi bien sur le salaire, etc. Je veux un passeport talent, mais ils ont un budget. Donc ils savent ce qu'ils font et il faut le dire au début. Okay. Pour moi, il faut le dire au début. Tu m'as parlé de discrimination, c'est ça. Pour moi, ça dépend aussi de l'entreprise. Je ne sais pas, mais de mon point de vue, je sais que c'est l'entreprise qui choisit sa politique. Et ça dépend. Vraiment, c'est le budget, c'est ce qu'ils veulent. Souvent, parce que c'est une entreprise française, donc ils se disent les Français d'abord. Et je ne sais pas si c'est normal ou autrement, mais on a tendance à normaliser la chose. Parce que les Français d'abord, c'est une entreprise française. Donc, de toute façon, quand tu fais le changement de statut, il faut justifier. Pourquoi tu as embauché cette personne? Il y a une lettre de motivation que le manager doit faire où il justifie pourquoi il t'a embauché toi, pas les autres personnes. Donc c'est ça le sujet où il faut qu'il se justifie sur 3 autres CV en plus du tien, habituellement, pour dire « Oh, celle-là, elle avait ça, mais elle a ça en plus. Voilà, son parcours-ci m'intéresse plus parce qu'elle a fait ce logiciel, pardon. » ou autrement. Donc il faut qu'ils justifient. Et ça, c'est un bel exercice pour les managers, parce qu'ils se disent, oui, je suis vraiment motivée pour l'avoir. Donc, ouais. Ouais, en fait, là, tu parles aussi d'un truc qui va dans les deux sens, quoi. Ouais. C'est dans les deux sens. C'est un grand mot, discrimination, quand même, aujourd'hui, de dire discrimination. Ça peut arriver. J'en ai pas encore rencontré dans ma carrière, je touche, tu vois, parce que tant mieux. Mais ça peut arriver, mais moi, j'en ai pas encore vu et j'espère ne jamais en voir. Ok. Mais oui, non. Pour moi, c'est pas vraiment de la discrimination du point de vue employeur. Tu vas coûter plus qu'une personne où ils vont pas faire de démarche. Donc voilà. Oui,
On va passer sur la troisième partie. La troisième partie, c'est un peu comme la vidéo de Mario et Tata, mais en fait, ça parle un peu d'un ressenti. Il n'y a rien de vraiment... Enfin, il y a du factuel, mais après, il y a beaucoup de, voilà, d'émotions, tout ça. Donc, c'est vraiment le moment de partage que, perso, moi, je préfère. Comme, bon, là, tu es fraîchement naturalisée et que tu as dit, bon, c'est fini la queue à la préfecture. Ouais, parce que au début, il y a 10 ans, il y a 15 ans, ça me rend vieille. Il y a 15 ans, on se réveillait à 4 heures. Vraiment, c'est vraiment la même histoire. On se réveillait à 4 heures pour aller faire la queue à la préfecture, juste pour avoir un rendez-vous. Un rendez-vous. Ouais. Tu peux même pas... Tu vas même pas déposer ton dossier, c'est pour avoir le rendez-vous. Donc, il faudra revenir et refaire la queue. Oh là là. Et il y a des moments où il laissait passer, mais... Ouais. C'était, gros souvenir. J'étais dans le 78. C'était dur à 4 heures du matin. Purée. Mais moi, Dieu merci, j'ai jamais eu à me lever à 4 heures pour la préf. Mais donc, peut-être, je sais pas si c'est ça l'expérience la plus marquante de ton parcours d'étrangère, ou si tu voudrais parler, je sais pas, d'une expérience qui t'a vraiment marqué, où tu t'es dit, soit c'est une situation d'injustice, soit c'est une situation de frustration. Ouais. Si ça se trouve de bien aussi, hein. Ouais. Honnêtement, c'était, je pense, quand je cherchais du travail après le diplôme où il fallait parler du changement de statut. J'en ai fait des entretiens. Et il y en a, bien sûr, où j'étais débutante, mais au bout de 15-20 entretiens, je pense que tu gères quand même. Et au début, je parlais pas du titre de séjour, sauf que je remarquais que je passais le deuxième entretien, troisième entretien, et que c'est à ce moment-là que j'en parle. Ben, c'était un peu trop tard, parce que c'était bloquant. Souvent, c'était bloquant. Quand c'est des petites entreprises, ils n'aiment pas ça. Pas qu'ils n'aiment pas, mais ils ne sont pas à l'aise avec. Je pense que c'était là où c'était le plus marquant, où j'ai dû faire des tonnes et des tonnes d'entretiens. J'en ai fait une bonne trentaine, quarantaine avant de trouver. Et il y en a où c'était bien avancé. Et le salaire bloqué. Après, la taxe d'OFI, elle n'est pas énorme, mais c'est souvent le salaire qui est bloqué. D'accord. Voilà, et moi non, c'était ça. Je trouvais que c'était dur parce que quand tu étais étudiant, tu faisais 1-2 entretiens, hop, tu rentrais, c'était pas compliqué. Alors que là, c'était éprouvant quand même. J'ai mis 5 mois à trouver. Oh, purée. Oui. Et encore, tu vois, là, tu parles de ce sentiment. Il y en a beaucoup, effectivement, qui sont dans cette situation-là. Qu'est-ce qui te permet de tenir quand tu dis ça y est, je suis au 15e, là... Enfin, j'en peux plus, quoi. Qu'est-ce qui te permet de tenir ? Est-ce que tu te dis, de toute façon, je vais pas rentrer à Madagascar Par expérience, moi, ça me dérangeait pas spécialement de rentrer à Madagascar, vraiment. C'est juste que j'avais des attaches ici. Oui, ok. C'est ça, et du coup, je me suis dit, tu donnes tout, et si ça marche pas, je sais pas, je me disais pas que ça allait pas marcher, je continuais à persévérer. Lenteur et constance, on va dire. Mais j'avoue que j'ai eu mon diplôme en juillet et en décembre, je commençais à me dire je vais rentrer, quoi. Enfin, c'est pas la France qui va me faire ça, stresser tous les jours, etc. Donc je me suis dit non, je vais rentrer. Je commençais à dire à côté de moi, je vais rentrer, mais il me disait mais non, continue à chercher. Et j'ai trouvé. J'ai trouvé, sauf que c'était avant le Covid. Ouais, j'ai travaillé 15 jours en entreprise, Covid. Et voilà. Et j'étais en télétravail. C'est comme ça que j'ai goûté à la couleur du télétravail qu'on aime bien aujourd'hui. Mais donc, ça n'a pas été un facteur bloquant, le fait que tu sois en TT ? Non. Puisque tu étais en période d'essai. Ils n'avaient pas le choix. Ouais. En même temps, ils n'avaient pas le choix. Puis, je me souviens que j'étais quand même en CDD. Ils m'ont pris en CDD et ils m'ont promis un CDI après si tout se passait bien. Et puis, c'était une entreprise qui faisait facilement... qui savait ce qu'ils faisaient. Ok. Donc, ils savaient faire des changements de statut. Très bien. Donc, c'était pas un gros problème pour eux. Ok. Mais là, tu soulèves un point dont j'aimerais bien parler, c'est CDD. Quel type de changement de statut ? Est-ce que c'est ce qu'on appelle le changement de statut temporaire ? Ouais, voilà, c'est ça. Et comment ça se passe en fait la transition entre CDD et CDI si tu es un étudiant étrangère ? Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui m'ont parlé de ça. Alors, c'est très simple.
j'étais en RECE. Donc, je pouvais travailler 964 heures. Très bien. Donc, mon CDD pouvait faire 964 heures dans l'année. Donc, je ne pouvais pas dépasser ça. Et ils m'ont calculé 3 mois de CDD. Mais ça ne faisait pas 964 heures. Donc, je pouvais travailler à plein temps pour voir... c'est comme une période d'essai, on va dire, pour voir ce moment-là. Et c'est très simple. Et puis, on a fait mon changement de statut. Donc, je suis restée pendant mon CDD, j'étais encore en RECE. Ah, bah ouais, puisqu'en fait, ça t'économise un an de demande de changement de statut c'est travailleur ça, et temporaire. puis eux, Ok. ils évitent de leur côté, ils se décident, ils sont sûrs d'eux, quoi. Ok, Ouais. ok. Et qu'est-ce que tu penses éventuellement d'une boîte qui t'annule, qui te prend pas après cette période d'essai, RECE, tout en sachant ce que ça implique pour toi Ça dépend. Ouais. Encore une fois, est-ce que c'est parce que tu as raté ta période d'essai ? Oui. Parce que embaucher quelqu'un, ça coûte. Hein. Je veux dire, t'embauches pas parce que si t'as pas le feeling, tu l'embauches pas, il y a personne dès le début. Donc, c'est que t'as raté ta période d'essai. Je me dis que la personne a déjà investi sur toi, et si elle se rétracte au dernier moment, c'est qu'il y a un truc qui n'allait pas. Je pense que c'est une question compliqué. de capacité aussi, ouais. Oui, c'est compliqué, et honnêtement, je n'aime pas dire discrimination, mais là, franchement, pour moi, c'est pas de la discrimination, c'est qu'ils ont mal évalué le process et le coût. Ouais. C'est pour ça qu'il faut, dès le début, au pire, j'ai pas envie de dire qu'il faut dire aux recruteurs combien ça va coûter, etc. Faut pas trop le dire pour... Faut pas tu peux dire, je peux vous aider pour les démarches, je me suis renseignée et je peux aider. Ouais, ok. Juste comme ça, pas trop s'avancer parce que là, tu vas annoncer des coûts, peut-être que ça va les faire reculer. Okay. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut que tu dises que tu dois être à 1,5 fois le SMIC si c'est un métier sous tension, ou sinon à 32 432, je pense. Ouais. Je suis pas sûre du montant. C'est déjà assez précis. Par rapport à tout ce qu'on s'est dit, est-ce que toi, tu aurais un cas à partager sur une candidate étrangère, ou une histoire de quelqu'un que tu connais, Ouais. Voilà. Toujours côté RH, hein. C'était il y a très longtemps. C'était encore dans les papiers. On avait des dossiers salariés papier. Ouais. Et un jour, on s'est dit qu'on allait archiver. Du coup, quand j'ai archivé certaines, pas moi toute seule, mais quand on a commencé à archiver, on a remarqué un passeport, une photocopie d'un passeport, où la photo n'était pas du tout la même que la personne. Ok. Ça s'appelle la concordance d'identité. Oui. Voilà. En fait, notre petit monsieur, il était sans papier. Oui. Donc, il a dû acheter, je ne sais pas comment il s'est procuré tous les documents, parce qu'il y avait tous les documents de la personne qui nous a fournis. Et ça a été mal géré au début, donc on n'a pas pu voir. Ils ont vérifié le titre de séjour, c'était bon, ils ont fait l'authentification, ils ont fait les demandes d'autorisation. Tout était bon, sauf que non, en fait, c'était pas lui. Et c'est là où on a dû faire agir les avocats de l'entreprise, etc. On l'a gardé, heureusement, mais il y a eu un long parcours de ce salarié. Il a réussi à avoir son titre de séjour après des mois et des mois de procédure. Voilà. Super. Donc, c'était rigolo, parce que quand j'ai regardé la photo, je me suis dit, Mais c'est pas lui, ça. lui. On l'appelait avec son prénom, or que c'était pas du tout son prénom. Ah ouais. Et du jour au lendemain, c'était pas loin non plus, mais du jour au lendemain, il a changé de prénom, c'était trop marrant. Je me dis, mais c'était marrant, mais bon, c'est une belle expérience pour lui, et moi aussi. Je crois que mon estomac s'est retourné parce que je me suis dit, c'est moi qui ai fait les dossiers de ce monsieur. Ouais. Et non, c'était pas moi. Ouf. C'était pas moi, mais franchement, mon estomac, il s'est replié sur lui-même. Il avait, non, t'as pas fait ça, Anko, t'as pas fait ça. Ah mais en ouais. fait, si. Non, c'était pas moi, mais... Oui, parce qu'en fait, il y a tout un truc de... La boîte a donc embauché une personne qui n'a pas de papier, Oui. et d'un autre côté, tu as une personne qui voulait absolument être embauchée, Oui. donc il a tout fait. Il a toute son histoire derrière lui. Ouais. Et notre employeur était génial, franchement. J'allais le dire. Ouais, il est génial, il a dit pas de problème. Franchement, Ouais. c'était
cœur sur lui. S'il me voit, je pense pas, mais bon, il était génial. Ouais. Voilà. Non, mais en fait, là, tu nous racontes quand même une histoire où, quand la boîte, ou comme tu as dit, l'employeur a vraiment envie de rendre justice, finalement aussi un système qui, malheureusement, pénalise et vous, en tant que RH, et les candidats dans leur parcours, en fait, tu peux avoir un Et équilibre. c'est ça. C'est pour ça que je te dis que j'ai jamais rencontré C'est d'entreprise où ils faisaient une discrimination sur ça, et tant mieux. Ils avaient toujours l'envie de poursuivre, mais parfois, ça arrive que passeport talent, c'est pas possible. Avec les 53 cas. Vous avez entendu? Tous ceux qui veulent que passeport talent. C'est chaud. Faut que tu... Ouais. Ça arrive, hein. Moi, j'en connais 2 ou 3, bien sûr, mais franchement, ils sont forts. Ouais. Donc avant qu'on passe sur la dernière question, voilà, en tout cas, je voulais vraiment te remercier d'avoir pris ce temps-là parce que, en plus, quand on t'écoute, t'es hyper technique. Donc c'est tac, 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 ça se passe comme ça. Et c'est vrai qu'on n'est pas toujours face à des professionnels qui savent nous dire quoi faire et vers où aller. Et donc, je pense que ça va être une vidéo très rassurante, en tout cas pour beaucoup qui sont dans cette période et qui se posent énormément de questions. Si tu devais transmettre un message aux employeurs, aux RH, aux managers qui sont dans toute cette procédure par rapport au fait de recruter un candidat ou une candidate étrangère, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Déjà, merci Audrey pour ça. Moi, je voulais toujours partager mes expériences dessus. Je savais pas comment faire et du coup, j'ai vu que toi, tu le faisais. Je me suis dit, c'est trop bien. Et voilà, donc moi, ce que je dirais à ceux qui souhaitent recruter des salariés étrangers, des futurs salariés, des candidats, n'hésitez pas. C'est pas compliqué. Ça prend du temps. Les RH sont là pour ça. Voilà, il y a des formations qu'ils peuvent faire, très faciles, accessibles. Et puis, il y a tout sur le service public. C'est pas compliqué et parfois, ils sont géniaux. Hein. Les gens, ils donnent beaucoup. Je dis pas qu'ils donnent... les autres donnent moins, mais ils sont là, ils veulent rester, ils veulent travailler, ils veulent donner. Donc, donnez-leur leur chance. Et voilà. Ah, bah ouais, top. C'est vraiment... c'est top. J'en profite en tout cas pour dire que effectivement tu parlais de formation. Peut-être que tu peux revenir juste un tout petit peu dessus. À quel moment justement t'as appris tout ça? Ça peut-être je suis pas revenue dessus, mais comment t'as su tout ça? J'ai fait des formations sur l'embauche d'un salarié étranger. Ah, super. En tant que RH et dans une des entreprises où j'étais, où on embauchait beaucoup d'étrangers. Dans le secteur, il y avait beaucoup d'étrangers où on faisait... alors, j'ai plus le mot aujourd'hui, c'est quand il habite dans un autre pays et qu'on le fait rentrer dans le pays. J'ai appris ça par expérience aussi. J'ai commencé à beaucoup m'intéresser parce que j'étais concernée. Et j'ai fait des formations, j'en ai fait des tonnes de changements de statut. Génial. Ouais, j'en ai fait beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je peux aider, mais ça s'apprend. Ok, très bien. Oui, c'est ça en fait, clairement. Tout s'apprend de toute façon. Ouais, c'est ça. La conclusion, c'est que tout s'apprend. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous voulez justement une suite des lives, une foire aux questions. N'hésitez pas, donc on peut vraiment mettre des choses en place. N'hésitez pas à partager également la vidéo à des personnes qui en auraient le plus besoin. Abonnez-vous et on se dit à bientôt. Bye bye.